Il a écrit Sociologie du dragueur, il en a fait un film, il revendique plus de 700 conquêtes féminines et c'est surtout, Alain Soral, un pamphlétaire agitateur depuis 1976 tel qu'il se définit lui-même sur son site internet. Il publie en ce moment Misère du désir aux éditions Blanches, comme d'habitude, un livre qui sera sujet à polémique. Alain Soral est notre invité dans Train Bleu. Alain Soral, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Ouais. Oui, je suis assez content. Le livre marche bien. Ouais. Et c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux quand on écrit un bouquin, c'est que les gens viennent se déplacent pour l'acheter et le lire. Ce livre, c'est Misère du désir. C'est un livre qui est paru aux éditions Blanches, donc signé Alain Soral. C'est une fiction, comme il est sous-titré d'ailleurs en couverture. On va un petit peu retracer votre parcours. Vous êtes suisse et français. Il se trouve qu'effectivement, je suis double national et que je suis citoyen de Genève, comme Jean-Luc Godard et Tariq Ramadan. Voilà. Et puis ici, on est au Train Bleu. Oui, puisque l'émission s'appelle Train Bleu, j'ai choisi le Train Bleu de la gare de Lyon, qui est un endroit de style Napoléon III, je crois, très suranné, et que j'aime beaucoup et qui est assez peu fréquenté. C'est un des endroits un petit peu cachés, secrets de Paris, comme il en existe encore quelques-uns. Oui, c'est un endroit qui n'a pas été rattrapé par la branchitude, alors que ça pourrait, parce qu'il a tout. C'est du Garcia, mais d'époque. Ouais. Alors vous, Alain Soral, vous avez quitté votre verte province pour venir à Paris. C'était il y a quelques dizaines d'années quand même. Au plus, oui. J'ai quitté Annemasse en 76, je crois. 75, 76, oui. Donc ça fait 28 ans maintenant. Vous êtes venu à Paris pourquoi? Je suis venu à Paris pour tenter ma chance, comme dans tous les romans bourgeois, les romans balsaciens, à nous de Paris, puisque d'abord j'avais passé une grande partie de mon enfance en banlieue parisienne. Je me suis retrouvé à la frontière suisse pour des raisons de vicissitude familiale, parce que mon père avait été obligé de fuir un peu loin de la capitale. Et disons qu'une fois que j'ai eu ma majorité à mes 18 ans, j'ai compris que il fallait pas que je reste à Annemasse. Pour ceux qui connaissent, ils comprendront pourquoi. Enfin, si je voulais avoir un destin, quoi. Et j'ai pris mon sac à dos et je suis monté à Paris, comme tous les petits gars de province, dans les romans bourgeois du 19e siècle, quoi. Votre sœur vous a suivi après, c'est ça? Enfin, elle m'a pas suivi, on est partis à peu près en même temps. Votre sœur, c'est Agnès Soral, la comédienne. Oui, on s'est retrouvés sans être ensemble d'ailleurs, bizarrement. On a eu des destins parallèles. Parce qu'on faisait pas les mêmes choses, on n'était pas dans le même milieu. Mais effectivement, moi je suis arrivé à Paris à 18 ans et elle a 16, parce qu'elle était plus jeune que moi. Alors, le début de votre livre, Misère du désir, relate un petit peu votre période parisienne. Ça raconte votre arrivée à Paris, la fréquentation des endroits qu'il faut fréquenter ou qu'on essaye de fréquenter mais dans lesquels on n'arrive pas à rentrer, votre volonté d'exister, d'être quelqu'un, d'écrire, bref, un petit peu de vous faire un nom et de vivre de votre cerveau, de votre plume, de votre pensée et de vos idées. Ça, c'est une période que je trouve très intéressante parce que elle marque bien, en fait, je trouve, une séparation entre ce qui s'est passé après mai 68 et puis ce qu'on a communément appelé les années SIDA, c'est-à-dire l'irruption du SIDA en 1981. Et puis j'ai l'impression que c'est une espèce de période comme ça où effectivement tout était possible, tous les excès étaient possibles, et puis surtout les idées se véhiculaient de manière extrêmement simple, extrêmement facile. Il était facile d'éditer un journal, d'écrire un roman et de provoquer, sans forcément chercher la provocation d'ailleurs, mais en tout cas de poser des idées nouvelles dans le débat général des idées qui agitent l'édition. Est-ce que je me trompe ou pas? Il y a vraiment de ça. Enfin, que moi je suis pas venu à Paris en me disant que j'allais réussir. Je me posais plutôt la question que se posaient tous les gens qui étaient un peu ce qu'on appelait à l'époque l'underground, c'était de vivre sans être obligé de collaborer à ce qu'on appelait le système, c'est-à-dire d'échapper au salariat, d'échapper à la brutalité de l'impératif de production aliéné, et en fait qui voulait dire essayer de vivre pas trop mal en faisant pas grand-chose. Donc on n'était pas du tout sur l'argent, on n'était pas du tout sur le people, on était sur le bien vivre en marge, et cette vision du monde qui a complètement disparu chez les on va dire chez les jeunes et les branchés d'aujourd'hui, parce que la marginalité a été rattrapée par le marché, on va dire, et est devenue un marché. Donc en fait, elle est devenue complètement le contraire de ce qu'elle était. Et aujourd'hui, je crois que les gens qui ont 18 ans n'envisagent même plus qu'il puisse exister des mondes parallèles ou qu'on puisse exister en dehors de la pub, de la télé, que faire de la musique ce soit autre chose que Star Academy. L'univers de la marginalité s'est terriblement rétréci et il s'est terriblement appauvri, c'est-à-dire qu'il est vraiment devenu synonyme de carmondisation. Alors que moi je me rappelle de la fin des années 70 où c'était encore très agréable.
et qu'il y avait encore une bourgeoisie décadente, fascinée par l'extrême gauche. Il y avait encore un peu d'argent et il y avait des beaux restes dans ce milieu-là, et on pouvait vivre d'incruste dans des beaux appartements délabrés. Et moi, j'ai pas mal profité de ce système à l'époque, ce qui m'a permis de poursuivre cette démarche, de me cultiver, parce que j'ai réussi à vivre sans trop travailler, de rencontrer des gens un peu charmants qui m'ont permis d'échapper à un certain désespoir. Et je me demande si j'étais arrivé à Paris aujourd'hui ou même déjà il y a 10 ans, j'aurais pu m'en sortir. Ça m'inquiète beaucoup pour les nouvelles générations, quoi. Est-ce que les misères du désir étaient les mêmes à l'époque, ou est-ce que d'après vous, Alain Soral, ces misères du désir que vous décrivez dans votre livre, elles sont de plus en plus miséreuses finalement aujourd'hui? Il y a deux aspects, c'est que c'est toujours très dur de toute façon, l'initiation sexuelle d'un jeune homme pauvre et qui n'a pas beaucoup de réseau mondain est toujours difficile. Mais je crois qu'à l'époque, il y avait encore le côté aventure des années 70. Le sexe était encore une aventure. Et surtout pour les femmes, c'est très important, c'est que pour les jeunes femmes, la sexualité libre était la preuve d'une émancipation. Alors que cette idéologie s'est complètement inversée aujourd'hui, où on a l'impression que pour les jeunes femmes, afficher son émancipation, c'est se vendre le plus cher possible sur le marché du désir. Donc on est passé de l'idée du potlatch, du don, de l'égalité sexuelle à une espèce d'extension du domaine de la lutte, comme a dit Houellebecq, et du marché au monde du désir. Et aujourd'hui, il y a vraiment une dureté amoureuse que je sens beaucoup plus fort, plus le sida qui crée la peur et l'interdit, plus les conditions sociales qui se sont aggravées, plus le harcèlement sexuel de la pub, où il y a vraiment la sexualisation de la publicité, c'est terriblement aggravé, ce qui fait qu'aujourd'hui on est dans un monde de frustration pornographique infiniment plus violent et frustrant que ce que j'ai connu à l'époque. Nous sommes avec Alain Soral au Train Bleu de la gare de Lyon pour parler de Misère du désir, un livre qui est paru aux éditions Blanches. On a parlé là de misère sexuelle et de pornographie publicitaire absolument affichée sur tous les panneaux dans toutes les villes, et ça c'est pas seulement un phénomène français, mais c'est un phénomène mondial, hormis dans certains pays occidentaux, on va dire, hormis dans certains pays où évidemment ça tombe sous le sens que ça ne peut pas exister. Ça tombe pas sous le sens, c'est qu'on voit très bien que, notamment quand on parle d'espèce de radicalisation pudibonde musulmane, qui n'est pas strictement inscrite dans la tradition musulmane, si on se rappelle de Scheherazade et des Mille et une nuits, c'est qu'il y a vraiment face à cette déferlante pornographique et néomatriarcale occidentale, il y a une espèce de d'effroi des sociétés traditionnelles et des sociétés, on va dire, patriarcales traditionnelles comme les sociétés musulmanes. Et on voit vraiment que plus les sociétés occidentales sont matriarcales et pornographiques, plus les sociétés orientales ont tendance à se replier vers un patriarcat pudibond. Je crois vraiment que là, il y a une dialectique, c'est-à-dire qu'on voit bien que l'un est la conséquence de l'autre. Oui. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi des musulmans d'en bas? J'entends par là que l'Arabie Saoudite, on sait bien. Ça, c'est les musulmans d'en haut, ceux-là. Oui, justement, c'est les musulmans d'en haut, mais au sein de ces pays-là, il y a aussi les musulmans d'en bas, comme on dit, la France d'en bas. Et on voit bien que pour certaines parties du mode de vie occidental sont accessibles, et puis pour d'autres, ça l'est absolument pas, c'est même absolument interdit. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a toujours un monde à deux vitesses, mais c'est pareil ici. Je veux dire, chaque fois qu'on voit des affaires de pédophilie en France, on voit toujours un sous-prolétaire aviné qui aurait violé sa belle-fille dans un espace restreint, et on voit bien que c'est lié à la promiscuité et à la misère, et tout ça cache toujours par exemple la pédophilie d'élite, qui elle est parfaitement assumée, absolument fasciste et même sataniste, et on ne nous montre, les riches ont toujours le droit d'échapper à la justice. Ça, c'est, je vais pas vous citer de nom parce que moi-même j'irai en prison, mais on voit bien certaines affaires récentes, que ce soit dans le showbiz, la politique, donc cette tartufferie a toujours existé partout. Elle a donné le procès de Gilles de Rais à l'époque de Jeanne d'Arc, et effectivement je pense que c'est d'autant plus violent quand on découvre effectivement que ceux qui sont capables de condamner à mort des petites gens pour des faits bénins, eux se permettent, on sait très bien que la famille, si on en parle là, du prince Abdallah, possède la moitié de Marbella, et on sait très bien comment ils se comportent là-bas, et que visiblement la charia, il la foule aux pieds quotidiennement, et c'est sûr que c'est toujours embêtant quand les élites exigent des choses du peuple et qu'elles montrent absolument le contraire. Mais on a la même chose chez nous. Alain Soral, pourquoi est-ce que vous insistez plus particulièrement sur la misère sexuelle des banlieues? Là, c'est presque un chapitre politique, parce qu'il y a eu depuis quelque temps en France la déferlante d'une association étrange qui s'appelle Ni pute ni soumise, qui essaye de vendre aux populos français, qui ne met jamais les pieds en banlieue,
qu'en fait les conditions de vie sont beaucoup plus dures pour les filles que pour les garçons en banlieue, parce que les filles seraient sous la menace du viol et de l'interdit. Or moi, il se trouve que je viens de banlieue, que j'y suis retourné et que je suis allé au contact un peu de ces associations et de ces gens-là. Et ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que il n'y avait pas tant d'opposition que ça des garçons des filles en banlieue. Ils étaient plutôt solidaires parce qu'ils vivaient dans le même monde. Et que deux, que les conditions objectives de vie étaient beaucoup plus dures que pour les garçons que pour les filles, parce qu'en fait, autant on va dire la France accepte d'accepter les filles, ce qu'on appelle ce qu'on appelle la ziza, quoi, la petite beurette, pour des raisons sexuelles et puis aussi pour des raisons de soumission plus aisées à la société de consommation. Ces petites beurettes seront les shampouineuses, les vendeuses, les hôtesses et les actrices de hard de demain. Hein. Autant il n'y a pas de place dans la société pour les garçons, qui sont immédiatement des rivaux, des prédateurs sexuels. Et d'ailleurs, si je prends dans mon livre la métaphore de la boîte de nuit, les beurettes rentrent dans les boîtes de nuit du showbiz parce que c'est du gibier, hein, où elles vont échanger leur plastique contre de la promotion mondaine, on va dire. Sociale, ce qui s'est toujours fait. Hein, c'est splendeur et misère des courtisanes. Hein, je veux dire, il faut pas se voiler la face, ça a toujours été comme ça. Et autant les garçons, eux, ne rentrent pas. Donc leur frustration est beaucoup plus grande, leur solitude est beaucoup plus grande. Et ce que je fais remarquer dans mon livre, c'est que contrairement à ce qu'on raconte, où on nous montre la banlieue comme une espèce d'endroit où il y a des tournantes dans les caves, je démontre sociologiquement que la banlieue française est sans doute l'endroit où la sexualité, où il y a le moins de pratiques sexuelles, où la sexualité est la plus pauvre. Avec la prison, c'est vraiment où on baise le moins, et que ceux qui baisent le moins de tous les Français sont sans doute les Français d'origine maghrébine. Hein, et que donc j'essaye de remettre un peu les pendules à l'heure par rapport au matraquage médiatique, notamment de l'association Ni pute ni soumise, qui est très très relayé par les médias dominants, qui ne reflète pas la réalité et qui obéit, je crois, je le démontre dans mon livre, à une stratégie de l'attention qu'on voit d'ailleurs partout aux États-Unis, et dans le monde occidental en ce moment, qui consiste en fait à appeler un peu les populations chrétiennes à la ratonnade, en nous faisant croire que les Arabes nous envahissent, alors qu'en réalité, c'est des envahisseurs avec des balais, quoi. Hein. On les a quand même fait venir pour assumer les rôles de sous-prolétaires. Et puis surtout, c'est plutôt l'Occident chrétien qui est en train de recoloniser le monde arabe. On le voit en Afghanistan comme en Irak. Et puis on voit la politique. Enfin, tentative de recolonisation. En Irak, c'est une tentative, ça s'est bien passé quand même. Hein. Et donc j'essaie de montrer un peu comment aujourd'hui il y a une vraie stratégie de marginalisation du maghrébin qui a changé une stratégie qui a évolué, parce qu'avant on le marginalisait en le poussant à s'identifier à un sous-prolétaire noir américain du ghetto, ce qui était absolument pas sa culture, puisque lui il vient plutôt du monde musulman, et on était très content finalement que ce soit d'en faire un voyou, parce que c'était une manière de pas l'intégrer à la société, puisque finalement la prison coûte moins cher que l'école. Et aujourd'hui cette logique arrive un peu au bout, et que les types de banlieue commencent à comprendre le rôle que de passer pour des voyous, finalement ça retardait leur intégration. Maintenant on les fait passer pour des violeurs islamistes, hein, et je pense que ça n'a pas plus de réalité que la stratégie d'avant. C'est-à-dire que la banlieue c'est plus complexe que ça, c'est plus triste que ça, et malheureusement je vois que c'est à chaque fois les garçons, les adolescents qui en prennent plein la gueule. Et aujourd'hui il y a des gens qui jouent un jeu très dangereux en France pour pousser à la ratonnade, hein, cette stratégie de l'attention. Et surtout ce qui est très étrange, c'est que ce sont les mêmes qui nous ont vendu il y a 20 ans du touche pas à mon pote, l'histoire de la petite main jaune, et j'explique dans mon livre clairement pourquoi, pour ne pas le nommer, le Parti Socialiste a changé à 180 degrés de communication sur les Maghrébins depuis 2 ans. Hein. C'est un des apports politiques du livre, et qui va me valoir, je pense, pas mal d'emmerdements. Alors, puisque vous parliez des ghettos américains, vous faites un parallèle dans votre livre entre ce qui se passe dans les banlieues françaises et ce qui s'est passé aux États-Unis, notamment en proposant un extrait de Trick Baby d'Iceberg Slim, romancier des ghettos noirs américains, où effectivement vous proposez simplement une partie de son livre, enfin un passage très court de son livre, et vous proposez de remplacer certains noms par d'autres, et effectivement on peut calquer le modèle américain sur le modèle français, qui consiste en fait, c'est en gros ce que disait Malcolm X, hein, c'est-à-dire que on sait qu'il y a des noirs dans les ghettos, on va en prendre un, on va en faire un bon noir qui sera le bon noir du bon blanc, et ainsi de suite, ce qui permettra aux autres d'avoir l'espoir éventuellement d'accéder à la situation sociale de leurs camarades qui, on le voit, a réussi, et donc ça fera puis surtout de couper les tensions, et ce leader potentiel de sa communauté. Voilà, ça moi j'ai pas besoin d'aller chercher très loin pour montrer que j'ai raison, c'est la trajectoire de Malek Bouti depuis seulement 2 ans. On se dit c'est un leader des banlieues, il est intelligent, il parle bien
il va devenir comment dirais-je, pas l'apôtre, mais l'avocat des banlieues. Ouais. Et puis on voit qu'il rentre au Parti socialiste, il devient ultra-sioniste, et puis finalement il crache sur sa communauté d'origine. Plus il les disqualifie, plus il les injurie, plus il monte en grade dans le monde médiatico-politique. Et puis surtout après il peut plus mettre les pieds en banlieue, quoi. C'est-à-dire que moi je le sais pour l'avoir vérifié. Ouais. Les gars de banlieue savent que c'est un traître et l'attendent pour lui jeter des pierres. Son surnom dans les banlieues c'est Malek Bounty. Oui, Bounty, parce qu'il est noir à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Ouais, ouais. Oui, il est méprisé par les types des banlieues, et qu'il y a quand même pas tant de cons que ça en banlieue. Il y a beaucoup de types qui ont bac+4 et qui sont quand même chômeurs et qui aimeraient juste l'égalité républicaine, hein, la non-discrimination à l'embauche. Et eux, ils ont parfaitement compris à quoi servait Ni pute ni soumise, à quoi servait Malek Bounty. Et il suffit de fixer Malek Bounty dans les yeux pour voir que d'abord il les baisse, hein, il soutient pas votre regard, et lui il sait qui il est, hein, et il sait comment il est arrivé là. Hein. Ça s'appelle un traître et un collabo. Et malheureusement, c'est ce que je dis dans le bouquin, c'est que dans les périodes de troubles sociaux, quel que soit le pays d'ailleurs, il y aura toujours des hommes pour en torturer d'autres et toujours des femmes pour faire. Alain Soral, aujourd'hui vous vivez entre le sud-ouest de la France et Paris. Je tiens surtout à vivre le plus possible en dehors de Paris, déjà pour diminuer les coûts, parce que la liberté, pour être libre, il faut limiter les frais, il faut avoir des frais fixes assez bas, c'est le secret. Et puis aussi, ça me permet de prendre du recul par rapport à Paris, qui est une ville dangereuse, quoi. Ça me permet de pas fréquenter trop les salons, et donc de pas trop croiser les gens dont je pourrais être amené à dire, pas du mal, mais à faire des critiques, et le principe que, exactement comme un critique de cinéma honnête ne doit jamais aller à une projection de presse, parce que moi je suis un être humain et sensible, et c'est très difficile de dire du mal de quelqu'un que vous avez croisé dans un cocktail, qui vous a offert à boire, qui vous a tapé sur l'épaule, voire des fois présenté une fille, vous voyez, c'est comme ça que ça marche, hein, le copinage mondain. Et plus on est dans ce genre de milieu, plus finalement la liberté d'expression réduit sans même besoin qu'il y ait de censure ou de menace. C'est parce que ça marche par le copinage, le copinage très français de la gamelle, vous voyez, de la féfesse et de la bibine. C'est très très français tout ça. Et donc moi je ne fréquente pas les salons, ça me permet de garder une certaine liberté et de juger les gens pour ce qu'ils font sur un plan presque, je dirais, politique, hein, parce que je suis persuadé que certains salauds politiques peuvent être des gens assez marrants, assez sympathiques en privé. Je suis persuadé que Bernard Tapie a un certain charme, et moi ce que je regarde sa trajectoire politico-sociale, et là j'ai aucun doute, c'est une ordure. Alors, vous pourriez vivre à Paris et vous tenir quand même à l'écart des salons. Enfin, je veux dire, personne ne vous force à y aller non plus. D'abord, il faut savoir que vivre à Paris, ça coûte 3 fois plus cher que de vivre en province. Hein, quand on additionne le prix du mètre carré, les PV, les transports, j'ai fait le calcul, c'est 3 fois plus. Donc je vis bien en province et je vivrais mal à Paris. Et en plus, comme j'écris, écrire à la campagne, il n'y a rien à faire. Et ça, moi qui suis paresseux de nature, parce que mon rêve, moi dans la vie, c'était de m'amuser, de bien vivre. Et si je me suis retrouvé à écrire des livres et à dire certaines choses, c'est que j'étais choqué que d'autres le fassent pas à ma place. Mais en fait, c'était pas mon destin. Hein. Moi, j'ai jamais été aussi heureux qu'avec des copains aux terrasses des cafés en train de regarder les filles qui passent et de commenter les filles, quoi. Mais malheureusement, la vie a fait que je me suis mis à écrire des bouquins, des pamphlets pour dire des choses, simplement parce que j'étais moralement choqué que personne ne dise rien, alors que ça me paraissait énorme. Et voilà, j'ai été pris par le truc malgré moi. Hein. Donc vous êtes exilé maintenant d'une certaine manière dans le Pays Basque, à Bayonne vous êtes, c'est ça? Ouais, enfin je veux pas trop me dire où je suis à côté de Bayonne, parce que je reçois aussi, il faut le savoir, hein, je reçois aussi pas mal de menaces de mort, d'insultes, de menaces de violence. Je montre d'ailleurs dans le livre le genre d'email que je reçois. C'est quand il y a certains gens disent vous êtes un peu violent, vous êtes même un peu vulgaire, j'aimerais qu'ils comprennent à peu près le niveau de violence et de vulgarité de ceux qui se cachent dans l'ombre pour essayer de me terroriser, quoi, parce que je pense que malheureusement les gens sont souvent très, enfin, n'ont pas les cartes en main, quoi. Je veux dire, ils ont que ce que leur donnent les infos que leur donnent les médias dominants, et ils n'ont pas tous les éléments pour juger. Et souvent les gens se disent c'est bizarre que vous soyez nerveux, crispé comme ça, pourquoi vous vous détendez plus? Je dis le jour où j'aurai les conditions médiatiques de Bernard-Henri Lévy, je serai aussi cool que Bernard-Henri Lévy, vous voyez, mais c'est pas du tout comme ça c'est pas vraiment comme ça que ça se passe pour moi, quoi. C'est pour ça que vous faites de la boxe? J'ai toujours fait de la boxe déjà pour des raisons, je pense, presque psychanalytiques, quoi, parce que j'avais besoin de m'équilibrer. Mais c'est vrai que ça m'aide aussi. Je suis. Ce qui est intéressant, c'est que le milieu des médias, le milieu politico-médiatique, est sans doute le milieu le plus violent qui existe, mais c'est aussi celui où les gens sont les plus lâches.
C'est-à-dire que il est beaucoup plus dangereux de s'embrouiller avec un pochetron de bistrot qu'avec un journaliste politique. Et moi, qui suis boxeur et d'ailleurs depuis cette année entraîneur de boxe officiellement, parce que je viens de passer mon brevet d'instructeur, je suis craint physiquement. Je vois très bien les regards de haine, les regards d'hostilité de tout ce milieu-là. Mais par contre, il y a une vraie peur physique qui est justifiée, parce que je crois vraiment que je peux leur faire très mal physiquement si en face à face. Et ça me donne un certain confort, une certaine paix, c'est-à-dire qu'on vient pas trop m'insulter, m'agresser. Alors je sais que si je faisais le pauvre Marc-Édouard Nab, si un jour fait péter la gueule par Georges-Marc Benamou, moi j'attends que Georges-Marc Benamou vienne me péter la gueule, vous voyez. Ça j'en rêve, hein. D'autres. Bon, mais Nab, il fait pas votre taille, il fait pas de boxe. Oui, mais c'était facile de le taper. C'est sûr, c'était facile. Voilà. Ça dit, je trouve très intéressant que vous fassiez de la boxe, parce qu'il me semble que vous faites partie de cette catégorie de gens qui ont à la fois un besoin de se défouler, parce que il y a beaucoup de choses dans le cerveau, il faut que ça sorte. Oui, c'est vrai. Et puis il y a beaucoup de choses dans le physique aussi, il faut que ça sorte. Vous faites partie de cette catégorie d'écrivains très particuliers qui à la fois écrivent et à la fois boxent. Sans d'ailleurs vouloir ressembler à un mythe quelconque, hein, mais c'est en vous, c'est quelque chose qui est là, quoi. D'abord, ça rejoint une tradition grecque, hein, je sais pas, mensana incorpore sano, et surtout, c'est à l'opposé de toute l'idéologie qui a été mise à la mode par le cinéma de la Nouvelle Vague et le personnage de Jean-Pierre Léaud, qui oppose de façon très droitière la maîtrise du corps et la maîtrise intellectuelle. Et on le voit bien quand Bernard Lévy dit qu'il ne connaît rien, montre bien qu'il ne connaît rien au football, par exemple, c'est-à-dire je suis un intellectuel puisque je ne sais rien faire de mon corps, vous voyez. Ils ont une attitude néofasciste par rapport au peuple, par rapport au travail, par rapport au réel. Il y a chez ces déconstructeurs, lecteurs de Derrida, un mépris absolu du réel, parce que ce réel les montre du doigt pour des parasites, des menteurs et des fascistes. Et donc, pour pouvoir se prétendre encore artiste et homme de gauche, il faut nier carrément il faut nier carrément le réel. Et tous ces gens-là sont sur la négation du monde réel et des gens réels. Hein. On arrive à une situation, effectivement, on rejoint le zapping des act up, vous voyez. Ils sont complètement passés dans le virtuel. Et d'ailleurs, ils n'ont plus aucun contact avec le peuple. Et si on veut pousser un peu plus loin, que ce soit les journaux Libé, etc., qui me crachent dessus, n'ont plus de lecteurs, ne vivent plus que de subventions. Ils se reçoivent contre eux, ils ne font la promotion que de livres écrits par eux-mêmes et leurs copains, et plus personne ne les lit et ne les achète. Et la punition vient de ces agents du libéralisme mondialisé, vient par le commerce lui-même, parce que ces gens-là ne vendent plus rien. Et ils sont tous à la limite du dépôt de bilan. Il faut le savoir, nous sommes à la veille en France d'une grande catastrophe économico-culturelle. C'est toutes ces élites culturo-mondaines de traîtres issus de 68 et d'agents du néolibéralisme ont produit une telle rupture entre la France d'en bas et la France d'en haut qu'il y a un problème aujourd'hui de commerce. C'est-à-dire qu'ils ne vendent plus de livres, leurs films, les gens ne vont plus les voir, leurs journaux, plus personne ne les lit, parce que on en a marre d'écouter Radio Paris, et que les gens aujourd'hui se tournent vers Radio Londres, c'est-à-dire Internet, et on va vers un chaos économique et la disparition de tas de journaux qui sont censés tenir le haut du pavé de la subversion parisienne. Hein. Je citerai pas de titre, mais ils sont tous dans le rouge. Hein. Il n'y en a aucun qui vend. Hein. Est-ce qu'il y a un moment, Alain Soral, où vous arrivez simplement à juger les gens sur ce qu'ils font sans leur appliquer un point de vue analytique, politique C'est la même chose. Oui, c'est ça qu'ils font. Est-ce que vous arrivez de dire j'aime pas, plutôt que de dire je n'aime pas parce que c'est un suppôt du néolibéralisme romantique. Oui, moi je dis j'aime et j'aime pas parce que de dire j'aime et j'aime pas sans se poser la question du parce que, c'est infiniment arrogant. Je veux dire, moi je parle d'un point de vue et je veux bien que ce point de vue soit étayé, soit identifié, étayé, et je dis voilà, compte tenu de mon système de valeurs, compte tenu de ce que je suis, j'aime ça et je n'aime pas ça. Et des gens qui disent c'est de la merde de façon apodictique se posent jamais la question de savoir c'est de la merde pour qui et pourquoi, vous voyez. Et je prétends que cette démarche est beaucoup plus respectueuse et apporte quelque chose, parce que sinon vous dites vous faites une liste de in-out comme font d'ailleurs tous les médias aujourd'hui sans jamais justifier le pourquoi du in et le pourquoi du out, et ça devient une espèce de, on est dans l'élitisme absolu, c'est-à-dire qui rentre, qui ne rentre pas, quoi. Moi ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir qui rentre et qui rentre pas, mais pourquoi telle personne rentre, pourquoi telle personne ne rentre pas, et qu'est-ce qui fait quelle est la formation qualifiante pour rentrer aujourd'hui, notamment dans le monde culturo-mondain. Et ça me paraît plus intéressant, et je pense que c'est pour ça que j'ai des lecteurs. Hein. Il faut faire beaucoup de cocktails pour rentrer dans le in ou dans le out. Oui, puis surtout il faut bien lécher les culs qu'il faut, et puis il faut dire ce qu'il faut par rapport aussi à, on va dire, à un monde du capital qui a besoin de relais médiatiques, et on voit très bien que ce que les gens du peuple sont en train de découvrir aujourd'hui, c'est que ces intellectuels ou ces artistes qui sont soi-disant libres sont en fait des agents de propagande payés pour valoriser certaines choses et qui n'ont très peu de liberté, très peu d'authenticité, et qui commencent à être disqualifiés. Je vais prendre un exemple très simple, j'ai envie de poser la question, où es-tu Romain Goupil aujourd'hui ?
cette espèce d'ancien gauchiste qui est allé faire son numéro à la télé pour dire qu'il fallait absolument que la France s'engage dans la guerre contre l'Irak. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'il revienne à la télé, nous expliquer pourquoi il a milité aussi activement, et puis surtout combien il a touché, parce que ce type, il faut savoir qu'il est venu faire ce numéro à la télé parce qu'il a été payé, et parce que je crois que Cohn-Bendit a refusé de le faire parce que Cohn-Bendit, qui veut avoir encore un avenir, pensait que c'était trop préjudiciable à terme. Qui aurait payé Romain Goupil? Ça a cherché, c'est votre travail. Il a été payé pour ça, bien sûr. Il est venu. Vous êtes certain de ce que Bien sûr, j'en suis certain. Oui, je sais qui a fait l'intermédiaire et pourquoi lui il l'a fait, parce que d'autres ne l'ont pas fait. Mais ça, c'est aux journalistes de faire ce travail-là. Mais il suffit d'inviter Romain Goupil aujourd'hui et de demander dans les yeux pourquoi il a appelé à la grande ratonnade derrière George Bush, lui l'ancien gauchiste qui a fait mourir à 30 ans. Alain Soral, Misère du désir, paru aux éditions Blanches. Une question que je me posais à votre propos quand même. Est-ce que vous n'êtes pas quelqu'un qui veut être absolument aimé? Je veux être aimé comme tout le monde, mais pas par n'importe qui. Oui, bien sûr. Non, il y a à la fois la jouissance d'être mal compris par les cons. Ouais. Ça, passer pour un imbécile aux yeux des crétins est un plaisir de fin gourmet. Et puis en même temps, il y a une solitude des fois, une douleur quand on se fait cracher dessus, insulter par des gens qu'on essaye de défendre ou qu'on essaye d'éclairer, il y a quelque chose de christique là-dedans. Mais je veux dire, c'est une vieille tradition. Hein, je veux dire, mais je me disais que vous en étiez tellement pris en fait plein les dents quand vous étiez plus jeune, qu'il était normal aujourd'hui que vous ayez ce discours-là. Oui, d'abord, on voit bien. Je crois que j'ai écrit un premier livre par hasard en 84 qui a fait un succès. Ouais. Et après, j'ai continué sur un chemin, je dirais, à mon avis, de vérité, alors que j'aurais pu faire des trucs commerciaux assez facilement. Et j'ai passé 18 ans à faire des bides. Mais pour des œuvres de qualité, que ce soit sociologie de rigueur, vers la féminisation, et 18 ans de bide, quand vous faites du mieux possible pour éclairer les gens, notamment sur la parité, le féminisme, et que vous avez raison systématiquement. C'est-à-dire que moi, ma force, c'est que j'ai raison systématiquement, quand on a un peu de recul sur les sujets que j'ai traités, qu'on va au livre, j'ai dit les choses qu'il fallait dire et qui se sont avéré vrai. Depuis 18 ans, sur à peu près tous les sujets que j'ai traités, j'ai eu bon. Hein, et c'est ça ma crédibilité aujourd'hui. J'ai retourné au texte. Vous voyez ce que je disais quand je me moquais d'Elisabeth Badinter à une certaine époque, c'est elle qui est venue à mes valeurs et qui retourne à l'universalisme et qui s'oppose à la parité au nom de l'universalisme. Elle disait exactement le contraire dans XY il y a 10 ans. Ouais. Donc moi, quand je me suis moqué d'Elisabeth Badinter, ce que je remarque aujourd'hui, c'est qu'elle n'a pas fait son mea culpa. Et moi, quand j'ai envoyé mes livres en lui demandant de répondre sur le fond à mes critiques, qui étaient des critiques qui étaient fondées par le concept, hein, pas injurieuses. Elle ne m'a jamais répondu. Ces gens-là ont toujours fait comme si je n'existais pas. Et d'ailleurs, il y a 2 ans, je devais affronter Bernard Lévy à une émission. Il a appelé à 2h30 du matin Guillaume Durand pour demander qu'on me vire du plateau parce qu'il ne voulait pas m'affronter. C'est-à-dire que ces gens-là ne boxent que dans des combats truqués depuis 20 ans et ne veulent jamais rencontrer des gens comme moi parce qu'ils savent qu'ils ne font pas le poids et que je vais les déstabiliser sur le plan des idées et qu'ils vont être comment dirais-je, révélés au public dans tous leurs mensonges. Donc ils passent leur temps à appeler la police et à faire en sorte que je ne sois pas avec eux sur le plateau. Vous voyez. Et évidemment ça a renforcé ma conviction, ça a renforcé aussi ça m'a donné une certaine colère parce qu'effectivement c'est pas, on ne subit pas 18 ans d'ostracisme sans encaisser le choc. Je veux dire, ça m'a effectivement assombri ma conscience. Hein. Qui trouve grâce à vos yeux? Beaucoup de gens, mais moi, à la limite, il se trouve qu'il y a un des critères du spectacle, entre guillemets, c'est que c'est beaucoup plus drôle d'entendre dire du mal de gens qui méritent qu'on leur botte le cul, c'est-à-dire des princes et des puissants, que dire du bien des gens bien. Je veux dire, c'est un peu ennuyeux. Je veux dire, le bonheur n'intéresse personne. Je veux dire, en littérature, raconter l'histoire d'une famille heureuse, c'est profondément ennuyeux. Hein. Mais moi, c'est une question qui m'intéresse. Qui sont les gens bien pour vous? Les gens bien... moi j'aime bien de Villepin comme quand il était ministre des Affaires étrangères. Il a une certaine classe gaulienne. J'aime bien comme écrivain Philippe Muret est pas mal. J'aime bien un philosophe marxiste qui s'appelle Michel Clouscar. J'adore John Kennedy Toole. Je suis très très impressionné par l'œuvre de Louis-Ferdinand Céline. Je pense que les gens le devineront. J'aime beaucoup Pérec aussi, les choses de Pérec. Il y a des bons. Hein. Il y a toujours 2-3 bons. J'adore le cinéma de Jacques Tati. J'avais adoré Naked, le film de Mike Lee. Il y a quand même, on n'a jamais le droit d'être totalement désespéré. Il y a toujours 2-3 trucs par an de qualité. J'adore Robert Wyatt, par exemple. J'ai dédié mon livre à Robert Wyatt, un grand musicien de la pop musique qui s'était illustré en faisant Rock Bottom, qui avait créé Soft Machine, qui avait fait le disque génial Rock Bottom en 74 et que je suis depuis cette époque-là parce que moi je l'ai découvert en 74 quand j'avais 16 ans, je crois. Et il sort un disque tous les 5-6 ans que j'achète et à chaque fois je suis époustouflé par
le talent de cet homme. Et puis alors, à part Wyatt, il y a Halimi aussi. Oui, j'aime bien Serge Halimi. J'aime bien les mecs là, du monde diplomatique, qui sont pas mauvais. J'aime bien Jean-Claude Michéa, des éditions Climat, là, qui. Non, il y a aussi des éditions de La Fabrique, là, un certain monsieur Hazan, qui a édité à la fois les discours de Robespierre et le bouquin de Finkelstein. Donc il y a toujours 2-3 mecs courageux. Qui essayent qui au nom de l'honneur, même quand Rouard a défendu le jardinier marocain, quitte à se faire virer du Figaro, chapeau bas, quoi. C'est une tradition française, même dans la bourgeoisie catholique. Je me rappelle du capitaine Picard, qui s'est jeté en prison pour défendre Dreyfus parce qu'il savait que Dreyfus était innocent. C'est ça aussi la grandeur de la France. Hein. N'oublions pas que Dreyfus a été réhabilité et que les méchants ont été punis. Il y a un vrai génie français, un vrai moralisme français. Un vrai courage à la française que j'essaye modestement d'illustrer. Il y a toujours eu il y a De Gaulle, il y a toujours eu des bons, et puis bon, il y a toujours eu d'ignobles vermines, des talérants, avec talent ou pas de talent, mais je veux dire, c'est l'éternelle histoire de France qui se répète. Et moi, j'ai choisi en conscience le rôle que j'allais jouer dans cette espèce de feuilleton qui se prolonge génération après génération, et je pense que grâce m'en sera rendu après coup. Mais de toute façon, j'ai toujours compris que pour savoir si un livre était bon, il fallait attendre 20 ans. Et puis pour savoir si un homme avait des convictions, il fallait au moins qu'il ait atteint la quarantaine. Ça, je l'ai écrit. Donc c'est le temps qui décide, et le temps est un juge. La morale est dans le temps. Je rappelle le titre de votre livre, Alain Soral, Misère du désir, paru aux Éditions Blanches. Merci. C'est moi qui vous remercie.